Bonsoir à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Merci à tous d'être venus très nombreux à cette dernière séance de la journée, une journée qui a été particulièrement riche et qui va se terminer de manière très intéressante avec des propositions d'avenir dans cette vaste zone qui est la France, le monde arabe et l'Afrique. Je ne sais pas si on peut parler d'une zone d'ailleurs, mais plutôt plusieurs zones qui sont à la fois très proches historiquement, culturellement, et en même temps qui se méconnaissent parfois, qui ont parfois des relations très difficiles et très tendues. Et l'idée de cette session, c'est chacun, avec votre parcours, vos origines très, très diverses, d'essayer de dresser, de dessiner des ponts, des chemins possibles pour l'avenir. On verra bien sûr qu'on parlera d'économie, puisque l'économie, c'est souvent un moyen extrêmement puissant de tisser les liens entre les zones. Mais on parlera aussi de langue arabe, de migration, évidemment, parce que c'est un enjeu majeur dans cette vaste zone. On va faire tout ça avec nos panélistes que je vais vous présenter tout de suite. Neila Tazi, qui est à ma gauche, qui est donc la vice-présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc, la CGEM, le patronat marocain, et qui est également la vice-présidente de la Chambre des conseillers du Parlement marocain. Hakim El Karoui, juste à côté, qui est le président fondateur de Volencia et qui est aussi auteur d'un récent rapport de l'Institut Montaigne qui s'appelle Nouveau monde arabe, nouvelle politique arabe pour la France. Monsieur Germain Meba, qui est dirigeant de la société informatique togolaise SIB Inta, j'espère que je prononce correctement, qui est également président de la CCI du Togo, de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, la CPCCAF, et de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie d'Afrique de l'Ouest. Monsieur Issa Drebrab, qui est le président du groupe Cévital, un groupe algérien diversifié. Et monsieur Momar Nguer, qui est directeur général de Total Marketing et Services, et qui est le président du Conseil des chefs d'entreprise France-Afrique de l'Est du MEDEF International. Merci à vous tous de participer à cette session. On va essayer de faire des choses assez dynamiques et assez courtes, donc je vous demanderai de faire des réponses qui ne durent pas trop longtemps afin qu'on puisse au maximum échanger. Et puis à la fin, on laissera 15-20 minutes aux questions de la salle. Le premier point qu'on va aborder dans ce débat autour de la France, du monde arabe et de l'Afrique, c'est la question des migrations internationales. Et je vais commencer tout d'abord par passer la parole à Hakim El Karoui. Tout de suite, quand on a parlé de ce débat, une des premières choses que vous m'avez dites, c'est cette zone, le sujet central ou un des sujets les plus importants, c'est le sujet des migrations. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer à tout le monde en quoi c'est finalement un sujet absolument essentiel ? Merci, bonsoir. Oui, c'est absolument essentiel parce qu'il y a des dynamiques. Ces dynamiques dans cette région, cette grande verticale. Ces dynamiques, elles sont économiques, elles sont politiques, mais elles sont d'abord humaines. Et quand on fait l'histoire de ces dynamiques, on voit qu'on a des flux qui changent de sens complètement. Initialement, on a un flux de la France vers le monde arabe et vers l'Afrique. Ce flux, c'est la colonisation. La colonisation, elle a été, dans certains pays, et notamment en Algérie, une colonisation de peuplement, avec plusieurs centaines de milliers de Français qui ont été s'installer en Algérie. Ils ont été au Maroc, ils ont été en Tunisie, ils ont été en Afrique subsaharienne, moins nombreux. Mais on avait cette dynamique-là. Donc ce flux du nord vers le sud. Ce qui est resté de la colonisation, c'est beaucoup de choses, c'est notamment la langue. On a aujourd'hui, juste au Maghreb, 30 millions de francophones, de locuteurs francophones quotidiens. Et on a la moitié des gens qui apprennent le français, enfin la moitié de l'effort financier de la France pour l'apprentissage du français de par le monde. Donc on a cette dynamique-là, qui est une dynamique nord-sud. Et puis on a, de façon plus récente, depuis les années 50, 60, une dynamique inverse, du sud vers le nord. D'abord du Maghreb, ensuite de l'Afrique subsaharienne, vers la France, avec aujourd'hui 6,5 millions de personnes vivant en France, français ou étrangers, français d'origine étrangère, qui viennent d'Afrique. Cette dynamique-là, c'est aussi maintenant une dynamique religieuse, on en parlera un petit peu plus tard. Et puis maintenant, ce qui est devant nous, c'est une troisième dynamique. Et c'est tout le débat qu'il y a sur le G5 Sahel, tout le débat qu'il y a sur les migrations africaines. Ce qu'on va demander, ce que la France, ce que l'Europe va demander aux pays d'Afrique du Nord, c'est d'être des acteurs du containment de l'immigration qui va venir
du sud du Sahara. Et ce qu'on va voir, c'est que la Méditerranée, qui a toujours été une frontière, est en train de devenir un espace complètement intégré. Et l'objectif de l'Europe, ça va être de repousser la frontière migratoire au Sahara. Et là, il y a une grande question, c'est est-ce que les pays d'Afrique du Nord vont vouloir jouer le jeu qui est un jeu européen? Est-ce que les Européens vont être prêts à les armer, financièrement d'abord, culturellement, juridiquement, parce qu'il n'y a absolument pas de règles de droit en Afrique du Nord pour accueillir des immigrés. Et puis il y a une autre question, c'est est-ce que les pays d'Afrique du Nord vont être accueillants vis-à-vis des immigrés d'Afrique subsaharienne? La réalité culturelle, on a parlé beaucoup de dialogue, la réalité culturelle, ce n'est pas l'accueil. Pardon de mettre les pieds dans le plat, la réalité culturelle, c'est le racisme. Et des relations qui sont très difficiles entre les Africains subsahariens et les Africains du Nord, notamment du côté des Africains du Nord. Donc là, il y a devant nous des flux très importants, une Europe qui va vouloir se barricader, qui va demander aux Africains du Nord de jouer le jeu de la barricade et de retenir soit du côté du Sahara, soit en Afrique du Nord, ces flux migratoires. Pour moi, on ne sait pas comment ça va se passer. Et quand on parle de ce dialogue France-Afrique ou Europe-Afrique et qu'on met le Maghreb, c'est, de mon point de vue, un enjeu absolument central. Là, vous dressez un constat plutôt négatif, factuel, vous diriez sans doute, mais plutôt négatif. Est-ce que vous voyez des possibilités de sortie ou d'évolution? C'est la première question. Et la deuxième, c'est par rapport au Moyen-Orient, parce que là, dans ce dont vous ne parlez pas du tout du Moyen-Orient. Sur ce sujet-là, le Moyen-Orient n'est pas très impliqué. Il est impliqué sur un autre sujet culturel et religieux. Je ne suis pas négatif. J'essaye d'être réaliste. Et je pense que quand on parle de ces sujets-là, il ne faut pas se laisser trop entraîner par la belle musique du dialogue des cultures, de l'intégration, etc. Tout le monde a envie de dialogue des cultures, d'intégration, d'absence de frontières, etc. La réalité est un petit peu différente. Donc il faut s'y préparer, et il faut s'y préparer en se disant qu'il n'y a pas en Afrique du Nord de modèle économique pour l'accueil de la migration. La migration, elle est encore largement interne. Comment s'intègrent les immigrés? Ils s'intègrent en travaillant et en étant dans des emplois qui ne sont en général pas favorisés par les gens natifs. C'est ça le modèle économique de la migration. Ce modèle-là, il n'existe pas en Afrique du Nord. Parce que c'est encore le modèle des immigrés internes des 3 pays d'Afrique du Nord. Donc il risque d'y avoir un sujet qui est aussi un sujet économique, et du coup un sujet politique, et un sujet qui peut être potentiellement assez important, parce qu'il y a des dizaines de millions de personnes qui vont vouloir aller du sud vers le nord. Merci beaucoup. Germain Meba, dans votre organisation, vous travaillez sur ces questions des migrations et sur ces questions justement d'échanges qui permettent finalement d'améliorer le savoir-faire, de favoriser les transferts de compétences. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment ça se passe? Oui, merci beaucoup. La conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones par ma voix voudrais vous dire ici que depuis 2015, nous avons pris la mesure de la chose en stigmatisant la problématique de flux migratoires des jeunes diplômés de l'Afrique vers l'Europe. Et nous avons constaté que le problème de formation se pose dans nos pays. Et je viens de jeter un coup d'œil sur le résultat de bac dans mon pays. Nous avons eu 45 000 admis. Et pour cela, dans 3 ans, vous aurez 45 000 chômeurs de plus. Ça veut dire qu'il y a une adéquation dans la formation des jeunes qui devraient se prendre en charge. Et la CPCCAF, pour pouvoir trouver un palliatif à cette problématique, a mis en place le programme de compagnonnage consulaire qui permet aux compagnies consulaires du Nord d'appuyer techniquement les compagnies consulaires du Sud
y compris celles du Maghreb qui sont un peu plus évoluées, de pouvoir avoir en leur sein un certain nombre de programmes, que ce soit des programmes de formation de métiers. Et dans la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, nous sommes accompagnés dans la mise en place d'une école de métiers de bouche. Et d'ailleurs, nous sommes encore plus demandeurs en allant vers d'autres formations de métiers. Nous venons de tenir un bureau tout à l'heure et nous avons dit que nous ne devions pas nous cantonner seulement sur l'appui de l'AFD et que, vu la demande assez croissante de compagnonnage des chambres consulaires du Sud, nous devons vraisemblablement se pencher sur comment évoluer vite pour que nous ayons des formations de métiers assez diverses. Je viens de constater ce matin au niveau de la CCI de France une formation de métiers de la mode, de maroquinerie et de merchandising. Et j'ai visité les ateliers. S'il y a de cette expertise dans nos pays, vous verrez que beaucoup de jeunes vont emprunter ces types de formations et vont se prendre en charge. Et voilà un certain nombre de solutions qu'il faille... qui permettraient de réduire ces migrations, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, c'est très important. Si le jeune en Afrique a la formation de métier, au lieu d'avoir des formations tertiaires, puisque les 42 000 bacheliers qui viennent d'être enregistrés vont vraiment emprunter 90% des métiers qui vont leur conduire vers le chômage. Et à partir de là, un jeune qui n'a plus d'avenir cherche à aller ailleurs. Merci beaucoup. Alors, dans la construction de cet espace commun, même si aujourd'hui, en effet, c'est plutôt un espace qui est rempli de frontières, mais on est là justement pour essayer d'échafauder un avenir peut-être plus positif. Il y a la question des infrastructures. Et Monsieur Rebrab, vous avez notamment un projet de chemin de fer. Vous êtes très motivé par l'idée, allez-y, je crois que vous voulez répondre debout, je vous en prie. Vous êtes très motivé par l'idée de construire cet avenir commun ou cette zone commune, et vous avez ce projet de chemin de fer. Est-ce que vous pouvez nous en faire part de manière très bien succincte? Je vous écoute. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Effectivement, si on veut arrêter l'émigration sauvage qui doit venir d'Afrique vers l'Europe, il est impératif de développer l'Afrique. Aujourd'hui, à la situation où nous sommes, avec la démographie que connaît aujourd'hui l'Afrique, qui va avoir 40% de la croissance démographique mondiale, près de 500 millions d'habitants d'ici 13 ans, je ne vois pas comment on peut cantonner les gens chez eux. D'autant plus, aujourd'hui, l'Afrique subit plusieurs crises multiformes. Crise économique, crise justement la crise sécuritaire, et si on rajoute à ça la crise qu'il va y avoir avec la déferlante de démographie, il est extrêmement difficile de cantonner les gens chez eux. Donc, ce qu'il faudrait réellement proposer, l'Europe
les pays arabes et l'Afrique, nous avons un destin commun. Nous avons des problèmes à résoudre en commun. L'Europe a, en dehors de l'Allemagne, entre 2008 et 2016, en récession. Si on veut relancer l'économie européenne, il faut de grands projets. Et le grand projet, justement, c'est ce qu'a proposé Mme Merkel et qui, je pense, il faut demander à tous les pays européens, et notamment la France, qui est un acteur majeur en Europe, de soutenir ce type d'initiative. Alors, qu'est-ce qu'a besoin réellement l'Afrique? Le peuple africain. Ils ont besoin de formation et d'éducation, donc des investissements massifs dans l'éducation, dans l'électrification et dans les infrastructures ferroviaires, routières et portuaires. Pour développer et même mettre l'Afrique, assurer sa sécurité alimentaire. Aujourd'hui, déjà, l'Afrique est dépendante des autres pays ou des autres continents pour son alimentation. Alors, quand on sait que l'Afrique va doubler sa population tous les 25 ans, si immédiatement, je dis bien maintenant, on ne prend pas tous nos devants ensemble, entre les pays européens et les pays africains, pour le développement de l'Afrique, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ni les pays maghrébins arriveraient à cantonner ou à freiner l'émigration vers l'Afrique du Nord, ou les Européens, on l'a vu, pourront cantonner l'émigration vers l'Europe. Maintenant, pour le projet que j'avais aussi exposé devant le Parlement européen et au Forum Afrique, le dernier Forum Afrique de Genève, c'est d'interconnecter toutes les lignes de chemin de fer africaines. Aujourd'hui, vous avez les Chinois qui ont déjà commencé à réaliser une ligne de chemin de fer de Djibouti jusqu'à Addis Abeba, et puis ils ont l'intention de la continuer jusqu'à l'Atlantique. Et l'autre idée, c'est d'avoir 2 lignes de chemin de fer qui partiraient de la Méditerranée, une qui partirait, par exemple, de Cap Ginette jusqu'à Assimay Saoud, continuer Djanet, arriver au Tchad, desservir Centrafrique jusqu'à la Zambie. L'autre, elle est déjà réalisée jusqu'au Sahara, c'est-à-dire jusqu'à Béchar, qui peut continuer à Drar, Bamako et même rejoindre Lomé et rejoindre, comment il s'appelle, la capitale économique du Nigeria. Pourquoi les chemins de fer? Parce que tout simplement, c'est le meilleur moyen, plus rapide que le transport maritime, le moins polluant que le transport routier
Et une ligne de chemin de fer coûte beaucoup moins cher qu'une autoroute, où on peut transporter beaucoup plus le volume de marchandises ou bien de personnes. Et si on regarde l'histoire des États-Unis, les États-Unis se sont développés en 1864 grâce au chemin de fer. Merci, M. Rebra, pour cette présentation. Mais ce projet donc, que vous avez commencé à exposer il y a plusieurs mois, vous l'avez exposé au Parlement européen, vous disiez. Est-ce que vous avez senti une réponse positive de la part notamment des Européens face à ce défi, ou est-ce que vous avez l'impression que ça leur passe un peu au-dessus de la tête? Non, le Parlement européen a vu ça d'une manière très positive, parce qu'ils le savent pertinemment que le problème aujourd'hui qui se pose pour l'Europe, c'est d'abord la relance économique de l'Europe. Et s'il y a un développement en Afrique, ça va entraîner la croissance européenne. Imaginez-vous, si on fait un plan Marshall pour l'Afrique, on peut connaître une croissance à 2 chiffres. Et il va y avoir une croissance minimum de 2 à 4 points, voire même 5 points en plus, pour les économies européennes. Aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qui manque. À partir du moment que les projets sont rentables, ils sont bancables, vous n'avez absolument aucun problème pour trouver des moyens financiers. J'ai échangé dernièrement avec le ministre des Affaires étrangères éthiopien, et qui m'avait dit que leur ligne de chemin de fer leur a coûté très cher, 4 milliards de dollars sur 800 km en Djibouti et Addis Abeba. Il y avait le président du port de Djibouti. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit combien coûte le transport d'une tonne de marchandises en Djibouti et Addis Abeba par camion. Il m'avait dit ça coûte 47 dollars. Je lui ai dit maintenant, la même tonne, combien elle coûterait par chemin de fer? Il m'a dit 20-25 dollars. Même si c'est 25 dollars, ça vous fait 22 dollars par tonne d'économie. Et j'ai dit au ministre des Affaires étrangères éthiopien, j'ai dit, écoutez, si vous transportez en une année uniquement 100 millions de tonnes, et 100 millions de tonnes, c'est rien, en Djibouti et l'Éthiopie, vous avez une économie de 2 milliards 200 millions de dollars, ce qui vous fait, en moins de 2 ans, vous amortissez votre ligne de chemin de fer. Donc, aujourd'hui, si vous voyez les fonds d'investissement, ou même des banques, il n'y a absolument aucun problème. Quand vous trouvez des projets à amortir en 2-3 ans, les gens sont partants. Merci beaucoup. Quand je vous entends souvent, et vous l'avez montré encore une fois, je me rappelle que vous étiez expert comptable avant d'être un grand chef d'entreprise, parce que vous avez toujours le souci des chiffres et des détails. Merci beaucoup. Monsieur, je vais passer la parole à Monsieur Momarenguer. Si on essaye d'imaginer ce que pourrait être finalement le partenariat économique entre ces 3 zones, la France, le monde arabe, en incluant justement le Moyen-Orient, parce que pour l'instant, en fait, on est très dans un axe France-Maghreb, Afrique subsaharienne, mais finalement, le Moyen-Orient reste un petit peu à part. Qu'est-ce que vous pourriez dresser, vous, comme schéma de partenariat entre ces différentes zones, monsieur Nga? Oui. D'abord, un constat. C'est extraordinaire.
la relation entre moi je suis originaire du Sénégal, j'ai travaillé pendant longtemps en Afrique de l'Est, la relation entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara est toujours vue uniquement sous l'angle économique. Le lieu où s'établit le destin, le lieu où se construit un destin commun, c'est le champ du politique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le champ du politique a été délaissé depuis plus de 20 ans. Et qu'au fond, et je le vois bien, quand je travaille en Afrique de l'Est, ce qui intéresse pour parler d'un pays qui n'est pas représenté autour de la table, ce qui intéresse l'Égypte, c'est la SADC et le COMESA. Les débats au sein de l'Union africaine n'intéressent absolument pas l'Égypte. L'Égypte est très intéressée par les débats du Conseil de coopération du Golfe, etc., mais n'est absolument pas intéressée par le destin politique de l'Afrique. Et c'est un vrai problème, ça. C'est un vrai problème parce que, du point de vue de l'Afrique subsaharienne, la relation est vue uniquement comme une relation économique. Et si elle est vue uniquement comme une relation économique, alors à ce moment-là se pose la question qui est souvent posée quand on parle des entreprises chinoises, etc. Au fond, dans une relation, si la relation ne doit être qu'économique, à ce moment-là, il faut qu'on compare les offres, en gros. Or, il y a plus que comparer les offres. Il y a un destin politique qu'on doit pouvoir construire ensemble. Alors, pour revenir à votre question, moi, je dirais, pour que cette espèce de triangulation marche, au fond, qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud-Sahara? Il y a la géographie en commun. Entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, il y a au moins la langue en commun. Et derrière la langue, une histoire, une civilisation. Mais moi, je voyais bien une relation où finalement, les pays du Moyen-Orient pourraient leverager, comme disent les banquiers, les pays d'Afrique du Nord pour pouvoir investir en Afrique. Et c'est finalement, et c'est ça que je ne vois pas. Moi, au fond, je ne vois pas, pour être très, très prosaïque, je ne vois pas d'investissement du Moyen-Orient qui ont été amenés en Afrique au sud du Sahara en passant par l'Afrique du Nord. Et c'est vraiment dommage, finalement, parce que la relation, elle se fait directement, et donc il y a très peu de choses, au fond, qui se passent au plan économique, alors qu'à mon avis, il y aurait une possibilité de leverager la connaissance que les pays d'Afrique du Nord peuvent avoir de l'Afrique du Sud du Sahara, et de l'autre côté, le fait qu'une langue commune, etc., pour pouvoir faire des choses ensemble. Et ça, pour l'instant, c'est absent, mais il faut d'abord qu'on règle les problèmes sur le plan politique, je crois. Alors, vous dites que ça ne se fait pas, mais est-ce que vous avez une explication, une piste d'explication? Pourquoi est-ce que finalement le Moyen-Orient ne se tourne pas, n'investit pas en Afrique subsaharienne en utilisant davantage l'Afrique du Nord? Mais parce que c'est pareil, s'il n'y a pas quelqu'un qui explique l'Afrique au sud du Sahara au Moyen-Orient, le Moyen-Orient ne viendra jamais. Et je veux dire, si vous me demandez à moi d'aller à 10 000 km dans un environnement que je ne connais pas, la seule chose que je connais quand je suis au Moyen-Orient, c'est qu'il y a une partie de cette région-là où les gens sont de confession musulmane, mais je ne suis pas sûr qu'ils parlent l'arabe. Vous n'allez pas me faire investir dans ce pays. Il faut qu'il y ait quelqu'un entre vous et moi. Et ce quelqu'un, ces pays-là, ça doit être les pays d'Afrique du Nord. Moi, quand j'étais au Kenya, je n'ai jamais vu une entreprise, je n'ai jamais vu une boîte égyptienne amener un investisseur du Moyen-Orient au Kenya. Je n'ai jamais vu ça. Par contre, j'ai vu des Mauriciens, par exemple, amener des investisseurs d'Inde au Kenya. Mais je n'ai jamais vu des Égyptiens amener des investisseurs du Moyen-Orient. Or, c'est cela qu'il faudrait faire. Aider à mieux se connaître. Et là, l'Afrique du Nord peut jouer ce rôle-là de tampon, d'intercesseur, de truchement. Alors malheureusement, sur le panel, on n'a personne qui représente le Moyen-Orient, donc du coup, on ne pourra pas avoir leur écho. Peut-être une prochaine fois. En tout cas, il y a un pays qui s'illustre depuis quelque temps
voilà, en renforçant ses liens à la fois politiques et économiques très fortement avec l'Afrique subsaharienne, c'est le Maroc, qui a eu un travail de diplomatie économique assez fort. Néla Tazi, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le bilan rapide de cette expérience marocaine en Afrique subsaharienne et peut-être aussi nous dire est-ce que le Maroc a vocation à faire venir les investisseurs du Moyen-Orient vers ces zones-là? Merci Frédéric, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors le Maroc, effectivement, est un pays qui mène une expérience extrêmement volontariste sur son continent, qui est l'Afrique. Il faut quand même rappeler qu'il y a une volonté très forte de notre souverain, le roi Mohamed VI, depuis son accession au trône, de véritablement mener une action pour le développement politique et économique de l'Afrique. Ça a commencé dans les années 2000, en 2000, avec l'annulation de la dette des pays les moins avancés, ensuite, et puis l'exonération de droits de douane des produits importés de ces pays-là au Maroc. Ensuite, je marque quelques points forts. Hein. Il y a eu d'abord les tournées royales, auxquelles le patronat a toujours été associé. Il faut le préciser, c'est très important parce que cette vision de développement économique, évidemment, ne peut se faire qu'avec les opérateurs qui créent de l'investissement et de l'emploi. Donc, plus de 40 voyages effectués par le roi du Maroc, accompagnés par des opérateurs économiques dans tous les secteurs confondus. Et puis, il y a aussi toutes les actions qui sont menées parce qu'il y a une volonté pour que ce développement soit un développement économique et social partagé. Voilà, moi je suis là depuis ce matin. J'ai passé une très belle journée, très intéressante. J'ai écouté beaucoup d'experts, beaucoup de gens brillants. Et ce qui ressort très fortement, c'est que le développement économique de l'Afrique doit se faire avec les Africains. Et donc, ça me fait penser à une phrase très importante qui a été prononcée lors d'un discours du roi à Abidjan, qui est « l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique ». Et c'est la démarche que nous avons adoptée. Évidemment, il y a des risques. Le président de la Banque islamique de développement en a parlé ce matin. Il y a des risques. Il faut essayer de prévenir les risques au maximum. Les financements ne manquent pas. Mais il faut absolument mettre en place le cadre législatif. Alors, évidemment, moi, je parle avec une expérience, si vous me permettez une parenthèse, qui est particulière parce que je représente le patronat, je représente le Parlement du Maroc, mais je suis à la tête d'une petite PME. Et le développement de l'économie, c'est essentiellement les PME. Donc, quand on fait quand on trace des grandes visions, il ne faut pas perdre de vue la réalité de ces petites entreprises qui ont besoin évidemment de financement. Donc, on aurait besoin d'aller chercher de l'investissement et du financement, auprès des pays du Golfe, parce qu'ils en ont. Les pays arabes ont des moyens pour investir. Mais, comme le disait le président de la Banque islamique de développement, les législations posent problème. Le cadre législatif, il a beaucoup été question de bonne gouvernance depuis ce matin, et c'est une réalité. Et tout ça, ça se rejoint parce que tout est politique, il faut changer les textes. J'ai entendu un intervenant ce matin dire, quand on voit l'évolution de l'économie, on se demande si les politiques se rendent compte de la vitesse à laquelle ça va et de quelles sont les attentes. Et avec ma modeste expérience, depuis 2 ans au Parlement, je ne viens pas d'un monde politique, il faut que je précise que je représente le patronat, un groupe parlementaire sans appartenance politique qui est au Parlement depuis la Constitution de 2011, au lendemain des printemps arabes. Notre nouvelle Constitution permet cela. Et donc nous avons un groupe qui représente que des patrons et qui porte la voix du secteur économique pour améliorer le cadre et le climat des affaires. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que la réalité des gens qui militent au sein des partis politiques sont beaucoup plus proches des attentes des populations dans les villes, dans les villages très reculés, où parfois on a même des élus qui sont analphabètes. On a beaucoup parlé de cette question aujourd'hui. Il y a des problèmes d'analphabétisme, il y a des problèmes de compréhension, il y a des problèmes de langue. Vous en avez parlé, M. Karoui. Alors tout ça, ça crée des conditions qui sont assez complexes et qui résument aussi l'approche du Maroc qui est extrêmement innovante dans le continent,
puisque à travers même notre constitution, nous essayons d'innover. C'est une expérience qui est unique au monde, le patronat au Parlement, dans un groupe, je le répète, hein, dans un groupe, pas à travers différents groupes représentant des partis politiques. Et donc nous essayons d'innover et nous essayons d'avoir une approche extrêmement économique et sociale et développement durable. Alors on a parlé du rôle de l'OCP, l'agriculture. On a tendance à oublier l'importance de l'agriculture pour notre continent. Et puis, évidemment, la jeunesse, la formation, tout cela, ce sont des secteurs dans lesquels le Maroc a engagé des conventions. Donc, plus de 1000 conventions ont été signées de coopération dans les différents pays africains visités dans lesquels le Maroc opère et avec lesquels le Maroc engage des partenariats. Donc, cette expérience-là, elle est assez nouvelle, elle est importante, elle ouvre la voie à beaucoup de projets porteurs. Mais évidemment, il faut de la patience. L'Afrique, c'est un pays dans lequel il faut être patient. Un continent. Un continent, pardon, dans lequel il faut être patient parce que les choses évoluent. Il y a des opportunités d'affaires, mais il faut aussi prendre en compte les réalités culturelles, les réalités sociales et le temps politique pour faire changer les choses. Merci beaucoup. Monsieur Meba le disait tout à l'heure, vous pouvez applaudir si vous... Monsieur Meba en parlait tout à l'heure, il insistait sur la notion de transfert de savoir-faire, de coopération. Un des reproches qui a sans doute été fait aux investissements français, peut-être pendant longtemps et peut-être encore aujourd'hui, c'est d'aller puiser finalement les richesses locales et les ressources locales sans forcément faciliter ce transfert de savoir-faire, encore que j'imagine que ça a sans doute changé aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez vraiment que le Maroc se comporte différemment? On entend quand même des pays où ça grogne quand même, hein, où on a l'impression, on taxe finalement le Maroc d'une forme de néocolonialisme aujourd'hui. Évidemment, il y a des critiques qui émergent, et puis particulièrement depuis qu'il est question que le Maroc intègre la CEDEAO aussi. Mais vous savez, on a parlé d'immigration. On ne peut pas vouloir un marché ouvert, un monde ouvert et rejeter l'immigration. Il faut là aussi adapter les textes législatifs et accepter dans les mentalités que les choses doivent se passer dans les deux sens. Le Maroc est un pays qui a fait le choix de développer sa présence en Afrique, de développer ses partenariats avec ses pays frères en Afrique. Nous avons régularisé près de 50 000 immigrés subsahariens au Maroc au cours de ces dernières années. C'est important. Nous accueillons des réfugiés syriens, 6 000 réfugiés syriens. Donc ça, ce sont des choses qu'il est important de dire, parce que ce sont des actions qui ont leur impact aussi sur l'opinion publique. Et sur la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est dans les réseaux sociaux, partout, on lit tout, n'importe quoi. La formation intellectuelle n'est pas toujours au niveau de ce qu'elle devrait être pour pouvoir permettre de décoder les grandes lignes de ce qui se passe, les grands enjeux. Mais ce sont des actes forts. Et ce type d'actes, le Maroc les engage pour que la jeunesse, on a beaucoup parlé de l'importance de la jeunesse, du nombre d'emplois qu'il va falloir créer en Afrique, 20 millions d'emplois par an pendant les 20 prochaines années. Un humain sur 3 vivra en Afrique, aura entre 15 et 30 ans en 2050. Donc toutes ces questions-là, on est pleinement conscient que si on veut aller chercher de la croissance, si on veut du développement économique, il faut former les jeunes. Et nous avons un vrai programme dans ce domaine. Nous avons une agence qui est l'Office de la formation professionnelle au Maroc, qui a plus de 50 conventions dans 35 pays africains, dans tous les domaines. Donc il y a un diagnostic de leur programme de formation professionnelle, de formation continue, un accompagnement pour faire en sorte que le marché de l'emploi corresponde aux attentes des investisseurs et de l'avenir des secteurs économiques qui vont être amenés à se développer. Voilà. Merci beaucoup. Donc on voit bien l'importance du Maghreb finalement dans cette relation triangulaire, le rôle assez central qu'a l'Afrique du Nord aujourd'hui dans ces problématiques-là. On va se déplacer un tout petit peu le regard et quitter finalement l'économique pour parler un petit peu du religieux avec Hakim El Karoui. Pour vous, la question de l'importance du Maghreb, c'est aussi se joue derrière ça aussi une question de rapport de force, notamment avec l'islamisme radical venu d'Arabie Saoudite. Et vous dites que le Maghreb est aussi porteur peut-être d'un islam plus apaisé. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Oui, quand on regarde les dynamiques culturelles, cette fois, France
Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, il y a un point commun, un peu inattendu. Et ce point commun, c'est effectivement, on va l'appeler le salafisme, le hanbalo-wahhabisme, on peut distinguer, l'islamisme de façon plus générale, un courant, une interprétation religieuse qui donne à la religion un rôle politique, différent suivant les écoles, qui a beaucoup de succès. Qui a beaucoup de succès pour un certain nombre de raisons. D'abord parce qu'il y a des moyens pour le promouvoir. Ces moyens, ils viennent du Golfe. Le Golfe, évidemment, ne l'assume pas du tout, hein, mais ils viennent du Golfe par des organisations qui sont parallèles, qui sont souvent étatiques ou para-étatiques. La Ligue islamique mondiale, l'Organisation de la coopération islamique, la Banque islamique de développement est en fait pas très loin de ces organisations-là. Elle soutient un certain nombre d'actions et pas d'autres. Ce qu'on voit, c'est une réalité sur le terrain et on mesure cette réalité par le terrain, mais aussi par les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, et c'est valable partout, dans les 3 zones, on voit une prise une sorte de part de marché idéologique absolument colossale pour le salafisme, avec des gens qui sont souvent jeunes, souvent très ignorants de la religion, très 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 militants, et qui font de cette vision de la religion le sens de leur vie. Ça commence à poser des problèmes très importants en Afrique de l'Ouest, parce que même si ce n'est pas la même chose entre le fondamentalisme religieux et l'attrait pour la violence, il y a des connexions qui se font. Ce qui se passe au Mali, par exemple, n'est pas tout à fait innocent de 20 ans de diffusion idéologique salafiste. Ce qui se passe au Nigeria n'est pas tout à fait innocent. Quand on voit au Sénégal des dynamiques de montée en puissance très importante du fondamentalisme dans un pays qui avait été jusqu'à présent totalement épargné, tout ça participe de la même dynamique. Cette dynamique, elle existe en Afrique du Nord depuis plus longtemps, et puis elle existe depuis maintenant une quinzaine d'années, vingtaine d'années, en France aussi. Ça fait du coup une relation qui est une relation à 3 ou à 4, mais avec finalement un camp, qui est ceux où se diffuse et où le salafisme prend des parts de marché, et puis des émetteurs qui, quand on leur parle les yeux dans les yeux, vous disent oui, il y a un problème. Et d'une certaine manière, nous sommes responsables. Ils ne peuvent pas le nier. Il y a tellement d'argent qui a été dépensé, tellement de moyens audiovisuels, tellement de moyens hier, avec des cassettes, avec des imams qui ont été envoyés, avec toute une stratégie de formation, non pas des élites, mais des gens de classe moyenne à qui on donne des bourses pour venir étudier à l'université islamique de Médine. Un chiffre, le nombre de bourses pour les études islamiques en Arabie Saoudite a été multiplié par 6 en 5 ans. Donc il y a une vraie stratégie. Quand on regarde ce qui se passe entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, parfois on a un peu envie de sourire, hein, les accusations qui sont portées. Ça pose des problèmes maintenant de sécurité en Afrique de l'Ouest. Et je pense qu'on parle de sujets communs à la France, à l'Afrique du Nord et à l'Afrique de l'Ouest. C'est à l'évidence un sujet commun. Et est-ce que le Maghreb peut être un rempart, notamment le Maroc, la politique active du Maroc peut être un rempart à ça ? Alors, la Tunisie et l'Algérie se mettent à côté de ce sujet-là, très clairement, comme d'ailleurs elles se mettent, pour la Tunisie, complètement, malgré les discours, hein, quand on regarde la réalité, à l'écart des dynamiques subsahariennes. L'Algérie, c'est un petit peu différent, c'est l'étranger proche, donc il y a une vraie stratégie de présence aux frontières, de contrôle des frontières, etc. Et puis le Maroc a une stratégie dynamique, économique, politique et religieuse. Religieuse, puisqu'il y a l'idée de former des imams au Maroc. Je crois qu'il y a un ministre des Affaires religieuses au Mali qui est marocain. Il y a une dynamique marocaine en France qui, à mon avis, n'est pas bonne pour la France, parce que je pense que la France a besoin d'avoir des imams français formés en France qui comprennent les jeunes Français, ce qui n'est pas le cas quand ils sont formés à l'étranger. Donc oui, il y a cette dynamique-là. Après, il y a aussi peut-être une vision globale de l'islam malékite qui s'étend très largement en Afrique et qui, d'une certaine manière, a besoin d'incarnation. Je soumets à ma voisine l'idée que peut-être que le roi du Maroc
à cette idée d'incarner une forme d'autorité religieuse au-delà du Maroc. Il y a le malikisme, mais il y a aussi en face le wahhabisme. C'est pas exactement. En Afrique, il a une reconnaissance. Oui, mais il y a une reconnaissance religieuse et une dynamique politique. Donc moi, je pense que le sujet religieux est une vraie clé de lecture des dynamiques de relations politiques et géopolitiques dans la région. Merci beaucoup. Monsieur Momarenguer, on va passer sur le champ, pas forcément très éloigné d'ailleurs, mais de la langue arabe, qui est aussi finalement un élément important qui lie ces différentes zones. Vous dites qu'il faut placer la langue arabe au cœur des débats, qu'il faut la relancer et qu'il faut la relancer en dehors de la question religieuse, puisque finalement elle est souvent associée à cela. Absolument. Vous savez, il se trouve que j'ai fait de l'arabe quand j'étais en 6e au Sénégal. Mais l'arabe était considéré comme, alors Senghor disait joliment, une langue classique. Mais c'est très dangereux, une langue classique. Parce qu'une langue classique, c'est une langue morte. Comme le latin ou le grec. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir la langue arabe de ce côté langue morte en Afrique. Vous ne pouvez pas imaginer. Et d'ailleurs, ce serait très intéressant. Dans ma famille, j'en ai, le nombre de musulmans d'Afrique au sud du Sahara qui peuvent vous réciter Yassine par cœur ou toutes les sourates du Coran par cœur, mais qui ne comprennent absolument pas l'arabe. C'est quand même extraordinaire. Et ce côté langue morte de l'arabe, ce côté l'arabe est uniquement la langue de la religion, je pense que ça fait un grand tort à la langue arabe. Et c'est extraordinaire. Vous avez aujourd'hui des Africains qui vous disent « je vais apprendre le chinois, je vais apprendre le japonais ». Mais je veux dire, à Dakar ou à Abidjan, vous devez sûrement avoir plus de gens qui apprennent le japonais ou le chinois aujourd'hui que de gens qui apprennent la langue arabe. C'est extraordinaire. Et ça, je veux dire, c'est notre faillite à nous tous. C'est franchement notre faillite à nous tous. C'est-à-dire qu'on va aller chercher aussi loin. Je n'ai rien contre la langue chinoise, au demeurant. Mais enfin, commençons d'abord par apprendre l'arabe de manière à pouvoir écrire. Moi, je sais lire l'arabe, mais je ne sais absolument pas écrire. Je veux dire, c'est extraordinaire. Et on est très nombreux comme ça, en Afrique au sud du Sahara. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire, parce que le politique, l'économique, ça passe aussi par l'échange. Sinon, très bien, on peut passer par l'anglais ou le français. C'est ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui entre le Sénégal et le Maroc, on passe par le français. Très bien. On peut continuer comme ça. Mais si on veut renforcer les liens, je veux dire, oui, il faut que quand le roi vient à l'Assemblée du Sénégal, il puisse parler en arabe et qu'on puisse le comprendre. Il y a du chemin à faire. Hein. Merci beaucoup. Monsieur El Karoui, peut-être un mot sur l'arabe en France, parce que là on a parlé de la langue arabe finalement comme lien entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, mais on sait qu'en France c'est un sujet extrêmement sensible, la question de l'enseignement de l'arabe. Juste pour illustrer ce que disait Momar du cas français, aujourd'hui en France, la France a décidé de ne plus enseigner l'arabe. Pour des raisons qui sont, on va dire, idéologiques, parce qu'il y a une bonne partie du corps enseignant qui pense que c'est un obstacle à l'intégration, pour des raisons aussi sociales, parce qu'en général, quand il y a des classes d'arabe, ça attire des élèves qui sont d'origine maghrébine, et les proviseurs n'en veulent pas. Et je vous raconte la réalité de ce qui s'est passé. Le résultat chiffré aujourd'hui, c'est qu'il y a 50 000 enfants qui apprennent l'arabe à l'école primaire via le système des ELCO, enseignement langue et culture d'origine, donc avec des instituteurs qui viennent des pays d'origine, qui sont payés par les pays d'origine pour leur apprendre l'arabe. Il y en a ensuite au collège et au lycée, donc sur 7 ans d'enseignement, il n'y en a plus que 8 000 qui apprennent l'arabe à l'école publique et ou privée. Hein. Et on pense qu'il y en a 90 000 qui l'apprennent dans les mosquées. Donc, en fermant les classes d'arabe, alors qu'on avait d'excellents
professeurs d'arabe, en fermant les classes d'arabe, en n'ouvrant pas de concours, la grecque, le CAPES, etc. On envoie les petits élèves français dans les mosquées. Dans l'enquête que j'ai faite l'an dernier sur les musulmans de France, on a demandé aux parents, est-ce que vous voulez que vos enfants apprennent l'arabe? Il y en a les 3/4 qui disaient oui. On leur a demandé où vous voulez qu'ils apprennent l'arabe. Il y en a les 2/3 qui disaient à l'école publique. Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre et aujourd'hui les mosquées disent aux parents, n'allez pas apprendre l'arabe, quand bien même ce serait possible. N'allez pas faire apprendre l'arabe à vos enfants à l'école parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas du bon arabe, ce n'est pas l'arabe de la religion. Ce sujet-là, il est stratégique. Il est stratégique en Afrique de l'Ouest, il est stratégique aussi entre nous en Afrique du Nord, avec la formation du corps enseignant, des arabisants, etc. Il est aussi stratégique maintenant en France. Et j'essaye d'expliquer aux autorités que si on ferme les classes d'arabe, si on n'en ouvre pas, ben, on laisse la place au salafisme. Merci beaucoup. Donc voilà un élément finalement qui pourrait être assez simple finalement pour renforcer ces liens, même si en Afrique subsaharienne comme en France, on voit bien que finalement la langue arabe n'est pas suffisamment mise en avant. Il y a un autre sujet qui est beaucoup plus économique, qui permet de renforcer les liens, c'est ce qu'on appelle la colocalisation. Monsieur Rebrab, vous êtes à la fois un fervent défenseur, mais même un pratiquant de la colocalisation, puisque vous travaillez des deux côtés de la Méditerranée. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi finalement la colocalisation peut renforcer énormément les liens entre l'Europe, le Maghreb et peut-être l'Afrique subsaharienne? Effectivement, ça va renforcer et ça renforce les liens entre nos deux pays par le fait, la colocalisation, c'est la coproduction. C'est-à-dire, nous avons fait une expérience par l'acquisition du groupe Brandt, où nous avons préservé 1200 emplois en France et nous avons créé 7500 emplois en Algérie. Nous avons gardé les activités rentables en France avec les centres de recherche et développement, mais tout ce qui a été délocalisé avant l'acquisition de Brandt, ça a été délocalisé vers la Chine ou vers la Pologne. Nous avons construit une nouvelle unité industrielle en Algérie de dernière génération avec une dernière technologie. Et nous avons pu, grâce à l'investissement que nous avons réalisé en Algérie, que nous avons pu sauver les 2 usines et les 1200 emplois en France. C'est vrai, nous avons bénéficié des 1300 brevets. Nous avons aussi bénéficié de 4 marques prestigieuses de renom mondial et d'un réseau de distribution au niveau mondial. Avec le complexe que nous avons construit à Sétif, qui va produire entre 8 millions et 10 millions d'articles d'électroménager par an, dont 90% seront exportés. Évidemment, ce ne sera pas exporté en France seulement. Une petite partie qui peut être exportée en France. Comme aussi, nous importons de France les produits qui sont produits dans les usines françaises pour le marché non seulement algérien, mais maghrébin, Maroc, Tunisie, Espagne. Et actuellement, grâce à notre centre de recherche et développement que nous avons développé en Algérie, dans l'électronique, toutes les cartes électroniques qui étaient importées auparavant par Brandt France, de Taïwan, aujourd'hui, nous les fabriquons en Algérie. Nous les fabriquons en Algérie, non pas seulement pour Brandt France, mais pour tous nos équipements que nous produisons en Algérie. Et aujourd'hui, grâce à l'innovation, nos centres de recherche et développement,
nous avons eu un prix Janus de l'industrie française pour une machine à laver top de dernière génération avec des innovations pour le design et qui aujourd'hui est exportée à Singapour, qui est exportée à Hong Kong et qui est exportée dans le monde entier. Alors, pourquoi réellement nous avons réalisé l'unité de production en Algérie? Parce que tout simplement, nous avons des avantages comparatifs et nous avons gardé les 2 unités de production en France pour leurs avantages comparatifs en France. Et le fait de produire dans 2 pays différents des grands volumes, nous pourrions offrir au marché mondial et à notre réseau de distribution toute la panoplie de tous les produits électroménagers. Parce qu'en France, c'est uniquement la partie cuisson, alors qu'en Algérie, nous produisons les réfrigérateurs, les machines à laver, les machines à la vaisselle, les téléviseurs, les climatiseurs et les réfrigérateurs. Ce modèle que vous décrivez, il est réplicable au Maroc. Merci à M. Momarenguer qui nous quitte. Merci beaucoup, hein. On peut l'applaudir. Monsieur Rebrab, ce modèle que vous décrivez, il est réplicable dans les autres pays d'Afrique du Nord. Absolument. Et comment vous dirigez Brandt également donc en France? Comment vous expliquez à vos employés français finalement puisque c'est quand même une délocalisation pour les Français, vu d'un point de vue français, comment vous leur expliquez l'intérêt de faire ça pour un employé français? Non, de toute façon, les employés français que nous avons hérités des 2 usines travaillent en France. Et comme je vous ai expliqué, les usines, les produits que nous produisons en Algérie, c'est des produits qui étaient déjà délocalisés en Chine et en Pologne. Ce n'est pas des produits produits en France que nous avons délocalisés en Algérie. Et au contraire, nous aidons les 2 usines françaises à pouvoir mieux commercialiser leurs produits au niveau du marché mondial. Parce que si vous allez voir simplement la grande distribution et vous leur offrez uniquement une partie des produits qui sont produits en France, il est évident, ce n'est pas évident qu'ils vont vous, comment on appelle ça, vous référencer. C'est grâce justement à l'ensemble des produits, à toute la gamme, que vous pouvez être référencé au niveau de la grande distribution, des grands distributeurs, et même aussi avoir des succursales au niveau du marché mondial et être rentable au niveau du marché mondial. Nous avons des succursales aujourd'hui à Singapour, à Kuala Lumpur et en Angleterre, au Maroc, un peu partout dans le monde. Merci beaucoup. On va bientôt prendre des questions de la salle, donc si vous voulez commencer un petit peu à réfléchir à vos questions, c'est le moment. Monsieur Meba, tout à l'heure, on parlait de l'absence finalement relative d'investissement du Moyen-Orient vers l'Afrique subsaharienne. Vous êtes togolais. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir davantage d'investissement du Moyen-Orient et sur quel secteur notamment? Comment faire pour les dynamiser? Oui, le commerce n'a pas de frontières. Le transfert de technologie aussi n'a pas de frontières. Vous venez de parler, il vient de partir, il a dit que la langue arabe est morte. Pour moi, ce n'est pas une langue morte. Si
vous développez des relations commerciales avérées et agressives en direction de l'Afrique subsaharienne, comme le fait la Chine, vous verrez que les gens vont commencer à s'intéresser à la langue arabe parce qu'il y a un gain d'intérêt. Je vais quitter tout à l'heure, vers 23 h, en direction de la Chine. Pourquoi? Les organisateurs voudraient que j'aille connaître le développement d'une région appelée Xi'an. Donc, un billet d'avion classe affaires mis à ma disposition. Ça, c'est une offre alléchante. Oui ou non? Et ça se fait comme ça, au moins dans l'année, plus de 3 fois. Mais je pense que le Maroc a emboîté le pas à la Chine à travers aussi cette manière de voir. Quand vous prenez le sommet Africa Development chaque année, où on met à notre disposition des moyens pour aller voir ce qui se passe. Et j'ai connu la Tunisie grâce à la CPCCAF, où nous sommes allés à Sfax pour notre réunion et j'ai constaté un dynamisme avéré de la Tunisie. Et je pense qu'il peut y avoir une relation sud-sud à travers les compagnies consulaires qui sont au sein de la CPCCAF. Et c'est le monde consulaire qui a un monde avéré d'entrepreneurs exerçant dans le PME-PMI. Et l'Afrique subsaharienne a besoin de la petite industrie, de développer la petite industrie. Et nous ne l'avons pas encore. À peine 1% des sociétés, des petites et moyennes entreprises sont industrialisées, sont des sociétés industrielles. Donc, il y a du potentiel de relations sud-sud parce que le Maghreb est vraiment développé technologiquement, il faut le dire, parce que étant proche de l'Europe et ayant déjà développé un certain nombre de relations avec les entreprises d'Europe, et ce transfert de savoir-faire est déjà là. Et moi qui vous parle ici, hier seulement, j'ai fait une commande de 3 conteneurs en direction d'une société tunisienne. Vous voyez que tout simplement parce que la CPCCAF qui permet de tisser des relations entre entreprises a permis cela. Et ça va continuer dans ce sens parce que nous avons beaucoup de projets comme au sein de la CPCCAF, le baromètre des entreprises, où on se réunit en atelier consulaire chaque juillet avec toutes les entreprises et tout le monde consulaire de l'Afrique francophone et du Maghreb. Vous voyez que ça peut générer des relations d'affaires. Et si nous avons des intérêts avérés en direction des pays du Maghreb, on pourra de temps en temps parler arabe parce que nous voulons conquérir, être en relation parfaite avec nos partenaires. Donc, merci beaucoup, monsieur Eva, merci beaucoup. Madame Tazi, juste un dernier mot peut-être sur l'importance de la culture dont vous vouliez parler dans cette zone, et après on prendra les questions de la salle. Écoutez, moi je voudrais remercier M. Lang et l'Institut du monde arabe pour l'organisation de cette journée. On est quand même dans un temple de la culture et Dieu sait le rôle qu'elle joue pour faciliter le dialogue et créer de la cohésion sociale. Et elle comprend tellement de choses.
Je voudrais juste dire un mot sur la langue arabe. Je suis d'accord avec ce que disait M. Karoui. Il est important d'enseigner l'arabe. Il est important que nous, originaires du monde arabe, quel que soit le lieu de vie que nous ayons choisi, nous parlions l'arabe. Souvent, le monde économique s'exprime en français ou en anglais. Et dans les pays arabes, puisque vous savez, nous au Maroc, on est arabe, on est africain, on est méditerranéen, on est maghrébin, on a une identité multiple. Et berbère, bien sûr, bien sûr. Et comment? Bien sûr. Mais l'arabe, c'est la langue qu'on parle. Dans les institutions, nous menons des réformes importantes au Maroc. Nous faisons tout pour faire avancer la démocratie, le processus démocratique, asseoir nos institutions, mais tout se fait en arabe. Et c'est vrai que quand on vient du monde des affaires, eh bien, on se rend compte qu'on parle des langues différentes. Et donc souvent, les hauts cadres, les futurs responsables étudient à l'étranger. Et quand ils reviennent, eh bien, il y a une espèce de coupure parce qu'il n'y a pas suffisamment de maîtrise de la langue arabe. Donc je suis parfaitement d'accord. Donc c'est un lien un petit peu avec la question culturelle. Et j'ouvrirai une parenthèse très très rapide parce que moi j'ai vécu une expérience personnelle. J'ai une petite entreprise que j'ai créée avec 1 000 € de capital il y a 25 ans et j'ai lancé un petit festival au Maroc. Vous m'excuserez si j'en parle quelques secondes parce que c'est le projet de ma vie et il y avait un petit peu tout ça dans ce projet, la volonté de créer le lien avec l'Afrique. Donc c'est un festival de musique autour des musiques gnawa, qui sont des musiques et une confrérie originaire d'Afrique subsaharienne. À l'époque, quand je parlais de ça, on ne me prenait pas très au sérieux. On me riait même un petit peu au nez, je cherchais des financements. Ah non, c'est pas sérieux. On parlait d'esclavage, on parlait des minorités, on parlait d'Afrique subsaharienne, d'une culture minoritaire, d'une culture ancestrale. Et il s'est avéré que cet événement a été le détonateur de quelque chose, d'un mouvement extraordinaire au Maroc, sur le plan culturel et social, parce qu'il porte en son cœur à la fois la question religieuse, la question spirituelle, c'est une confrérie spirituelle. Donc, et puis un événement qui, dans une ville de 70 000 habitants, draine 500 000 personnes. Et une ville qui, en 20 ans, s'est métamorphosée. C'était une ville très pauvre, qui est devenue une ville qui est une vraie destination de tourisme culturel au Maroc, une ville qui est connue et reconnue dans le monde. Et je voudrais d'ailleurs remercier les médias partenaires et en particulier les médias français qui nous ont beaucoup accompagnés pendant ces 20 ans. C'est dire quand même que chacun a un rôle à jouer, parce qu'on parle de triangulation, mais tous les acteurs ont un rôle à jouer, et les médias aussi. On n'aurait pas pu connaître ce succès-là, qui est devenu un modèle au Maroc. Toutes les villes cherchent aujourd'hui à développer leur tourisme, l'image de leur ville, de leur destination, mais c'est aussi l'impact sur les jeunes. On parle d'éducation, on parle de culture, on parle d'émancipation, de cohésion sociale, de lutte contre contre l'endoctrinement. Donc, c'est important, et comme nous sommes aujourd'hui à l'Institut du monde arabe, je voulais souligner ça pour qu'on n'oublie pas la culture, que les entreprises qui investissent en Afrique n'oublient pas qu'il y a un peu partout dans les pays africains des acteurs qui veulent développer des projets culturels, et il faut les écouter, il faut les accompagner parce qu'ils comptent. Voilà, merci beaucoup et bravo. On va prendre des questions dans la salle. Levez la main, on vous apportera un micro. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement et surtout poser une question, ne pas faire un discours parce qu'on n'aura malheureusement pas le temps, on n'a qu'une dizaine de minutes. Merci. Oui, bonsoir. Monsieur Aitiala, je suis chef d'entreprise. Et cette table ronde est magnifique, elle nous a appris beaucoup de choses. Déjà, j'ai reconnu mon ami Hakim dans son concret, dans son factuel, basé sur des éléments chiffrés, l'expérience de M. Saad Rabrab. Et moi, je veux intervenir déjà pour un petit point circonstanciel. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'angoisse contre tout ce qui va arriver pour l'Afrique dans les années à venir, avec les mots d'immigration, les mots d'islamisme, d'intégrisme, les mots d'insécurité. Mais je vais quand même être un peu optimiste parce que je vais vous annoncer une bonne nouvelle. L'Afrique aujourd'hui, elle est une. Le Maroc est africain, l'Algérie est africain et ce qu'on appelle le Sahel est africain. L'Afrique
va avancer, elle est en marche, parce qu'à l'horizon 2050, on sera plus de 2,5 milliards de personnes. Je suis désolé de vous interrompre. C'est pas que je veux pas vous écouter, mais c'est juste qu'il faut poser une question. Il y a d'autres gens. Oui, mais posez votre question, s'il vous plaît. Oui. Merci Ma beaucoup. question est très simple. Il faudrait juste savoir que les flux d'investissement sont mondiaux. Les Arabes en Arabie placent leur argent dans des fonds d'investissement, les Chinois aussi. Beaucoup de pays européens placent leur argent. Et cet argent, aujourd'hui, il est clair, la décision est claire, nette et précise. Il va aller en direction de l'Afrique. Parce qu'avec ce qui se passe au niveau macroéconomique, au niveau géostratégique mondial, la plupart des places qui absorbent cet argent sont aujourd'hui saturées ou en conflit. Donc il reste aujourd'hui l'Afrique du Nord, qui va être une plateforme magnifique, un hub pour l'Afrique. À l'horizon de 2025, on sera plus de 100 millions d'habitants, entièrement autonomes dans tous les domaines. Donc ma question est très simple. Il faut qu'on soit optimiste, pas aller vers le négatif. Des brab, il y en aura des tonnes en Afrique et on a besoin de la France pour nous accompagner dans cet élan. Merci. Vous n'aviez pas de questions. C'était un point de vue. C'était un piège, en fait. Vous n'aviez pas de questions, c'est ça? Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question? Bonjour à tous. Allô? Je suis Sami Rouguergouz, je suis directeur d'une start-up qui agit dans les services juridiques. Et donc, ça tombe bien, cette rencontre tombe bien. Moi, je vais à la contre-courant de ce qui a été dit aujourd'hui. Je travaille dans les services juridiques et j'amène des investisseurs africains qui veulent investir en France et s'y établir. Donc, ça tombe un peu mal. Ma question, donc, pour rebondir sur ce qui a été dit déjà au niveau de la langue arabe et sur la religion, moi, je pense qu'il faudrait, pour débarrasser au niveau du business de la religion, agir sur le culturel et sur l'éducation et ne pas trop se focaliser sur, comme l'a dit M. Nguer à juste titre, celui qui veut établir, bien qu'on soit à l'Institut du monde arabe, la langue arabe et l'ériger, eh ben, construisons des avions, des ordinateurs, des voitures avec la langue arabe, et elle s'imposera d'elle-même. Mais pour l'instant, celle qui commande, c'est le français et l'anglais. La première chose. La seconde chose, pour rebondir sur ce qui a été dit au niveau de l'islamisme et de l'importation, nous, le Moyen-Orient a beaucoup investi chez nous, en Algérie. On en a fait les frais dans les années 90 à 2000. Monsieur Rebrab a un capital financier, un capital sympathie et des compétences. On n'a pas besoin des gens du Moyen-Orient. Monsieur Rebrab en est l'exemple. Il y a un certain nombre de projets qui sont bloqués. Donc, je ne veux pas accaparer la parole. Ma question va au niveau de monsieur Rebrab. Je vais vous poser une question. Tel qui se fait au niveau du Maroc, dans des hubs qui ont pu émerger avec peu de moyens, parce que c'était des pays qui étaient décriés, notamment par les Algériens un certain nombre d'années, en tant que Tunisiens ou Marocains. À quand, si vous y avez pensé, vous avez émis l'idée de faire une zone, un chemin de fer transnational. Est-ce que ça a été un coup d'épée dans l'eau ou pour faire le buzz? Est-ce que vous comptez créer un fonds d'investissement? Moi, j'en côtoie tous les jours des étudiants algériens ou des étudiants marocains qui viennent investir en France. Allez-vous créer un fonds d'investissement pour ces gens-là? Le Maroc le fait, vous pouvez le faire, vous en avez les capacités intellectuelles, économiques. Est-ce que vous allez le faire? Deuxièmement, pour rebondir également sur ce qui a été dit sur les capitaux du Golfe, est-ce que vous comptez, vous, parce que M. Rebrab il est bloqué dans un certain nombre de projets en Algérie, est-ce que vous comptez pour faire table rase et pour mettre à bas les gens qui vous bloquent dans vos projets, vous présenter à l'élection présidentielle? Voilà, ma question est terminée. Moi, j'aime bien votre deuxième question, mais je suis sûr qu'il ne répondra pas, par contre. Donc, au moins la première. Bien. Pour réaliser un fonds d'investissement, il n'y a absolument aucun problème. On peut réaliser un fonds d'investissement, mais il faut avoir les autorisations. Et puis aussi, il y a aussi un problème de la réglementation d'échange. On ne peut pas réaliser un fonds d'investissement en Algérie et investir à l'étranger. Donc on est tenu aujourd'hui, pour nos investissements à l'étranger, de trouver des capitaux à l'étranger. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. À l'exception d'un projet que nous avons réalisé en Italie,
où là, nous avons eu la Banque d'Algérie qui nous a autorisé à transférer. Merci beaucoup. La réponse était claire, hein. Merci beaucoup. C'est très clair. La deuxième, vous voulez répondre à la deuxième? Vous vous présentez aux élections? Écoutez, je suis très bien en tant qu'opérateur économique. Ok. Je fais... Là, il y a des bras levés. La dame. Bonjour, mesdames, messieurs. Je me présente. Je suis madame Hassina Sarawi. Je suis la directrice, chef d'entreprise, directrice de la revue Salama en France et en Algérie. Et ma question est la suivante. Je m'adresse à monsieur Rabrab, que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, que je connais depuis très longtemps. Alors, quand vous avez acheté Brandt, est-ce que vous avez... D'ailleurs, c'est une très belle opération. Et on le voit, en Algérie, ça marche très bien. Est-ce qu'ici, en France, vous avez rencontré des difficultés politiques? Parce qu'on sait que ce n'est pas évident, quand il s'agit d'acheter des entreprises françaises, ce n'est pas la mer à boire. Voilà. Merci. Monsieur Rebrab. Alors, pas du tout. Au contraire, on nous a donné toutes les facilités, parce que aussi, il faut savoir, si nous, on n'avait pas repris Brandt, c'est tout le secteur électroménager ici en France et les 1200 salariés et tous les sous-traitants qui auraient disparu. Donc c'est comme ça d'ailleurs que nous avons pu lever des capitaux pour racheter Brandt en France, développer évidemment l'activité française. Par contre, pour nos investissements en Algérie, nous avons utilisé notre propre capitaux en Algérie. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question et après ce sera terminé. Le monsieur, allez-y, vous avez déjà le micro, je vois. Oui, bonsoir, Saad Zerouni, je suis consultant international. Ma question s'adresse au monsieur, excusez-moi, je ne me souviens pas de votre nom, celui qui a parlé du salafisme et de la langue. Monsieur El Karoui. Oui, excusez-moi, désolé. Ma question sera très succincte. Pensez-vous que la politique internationale de la France est cohérente avec les actes qu'elle entreprend dans les pays étrangers relativement à ce que vous veniez de dire concernant le salafisme? Je donne un exemple très concret. Lorsqu'on va en Libye, qu'on détruit un pays et qu'on se retrouve avec un noyau de terroristes qui migrent vers les pays étrangers et qui héritent de ce terrorisme, malheureusement, comme on le voit, et il y a d'autres exemples comme la Syrie et autres. Pensez-vous que c'est cohérent en termes de politique internationale? Merci. Je viens de faire un rapport sur le sujet dont on parlera la semaine prochaine à Lima. Je fais un peu de publicité. La réponse est tout simplement non, et évidemment non. Non, parce qu'on ne peut pas le matin dénoncer le salafisme et l'après-midi décorer le ministre de l'Intérieur saoudien. Il y a un problème de cohérence. Après, il faut regarder la réalité. La réalité, c'est assez facile de dénoncer. Il faut essayer de construire. La réalité, on l'a montré dans cette petite enquête, le Maghreb, c'est 50% de plus de commerce pour la France que le Golfe. La Tunisie, c'est autant de commerce pour la France que les Émirats et le Qatar réunis. Il faut que la France investisse là où sont ses intérêts. Ses intérêts, ils sont au Maghreb. Ils sont en Afrique. Et c'est des intérêts économiques, c'est des intérêts politiques, c'est des intérêts humains. Le Golfe, il faut le remettre à sa place. C'est un acteur complexe de la région du Golfe. C'est un acteur d'un certain nombre de relations et c'est un acteur religieux absolument majeur aujourd'hui qui contribue à la diffusion d'un certain nombre de lectures différentes de l'islam. Il faut que la France ait une politique cohérente avec ses intérêts, mais pour ça, il faut qu'elle les connaisse. Le problème qu'on a, c'est qu'on a surpondéré l'importance du Golfe pour l'économie française en se disant que les gens du Golfe achetaient très cher d'abord, qu'ils étaient très importants dans un certain nombre de secteurs. Dans l'énergie, le Golfe, c'est 25% de l'approvisionnement de la France. Il y a 30 ans, c'était 80%. L'Algérie, c'est 10%. Donc le Golfe n'est plus critique pour l'approvisionnement énergétique de la France. Le Golfe n'est important pour la France que dans un secteur, qui est celui de l'armement. Pour l'armement, le Golfe, c'est 50% des prises de commandes à l'export de la France. Donc
le lobbying pro-golf en France est fait par les exportateurs d'armement. Il y en a un qui fait des avions de combat, il y en a un autre qui fait des systèmes d'armement. Il n'y en a pas beaucoup, 3 ou 4. C'est important pour eux parce que c'est du business et c'est aussi important pour eux parce que ça permet de faire de la R&D pour l'avenir. Donc la région du Golfe est une région importante. Si on veut pouvoir la traiter à sa bonne place, il faut savoir ce qu'elle représente. Et si j'espère on a pu apporter quelque chose dans ce petit travail, c'est remettre le Golfe, comprendre que le Golfe est un partenaire mineur, que le Maghreb est un partenaire majeur et que la stratégie de la France, elle doit être verticale, le Maghreb, l'Afrique. Il y a des gens du Golfe qui n'aiment pas ce que je dis. Le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, parce que c'est là qu'est notre avenir. Il faut pouvoir ensuite discuter avec les responsables du Golfe, quels qu'ils soient, pour leur dire la vérité, gentiment, fermement, mais la vérité, l'exportation du salafisme, il faut qu'ils arrêtent. Merci. Merci beaucoup. Alors même si je suis fan de l'OM, j'ajouterais qu'il y a un autre secteur où le golf est incontournable maintenant, c'est le PSG quand même. Mais c'est vrai que c'est sans doute moins stratégique. Merci à tous les 4, 5. Malheureusement, on a perdu notre dernier panéliste. Vous pouvez les applaudir. Merci à vous 4. Et merci aussi au public d'être resté si nombreux à cette session. Et il y a un cocktail dînatoire qui vous attend juste en haut des escaliers. Merci.